pleine intense, mais je lutte chaque jour, je suis plus dans le catch. T'abandonnes rien, vois tout en grand comme une bête qui se cache, ou comme un fauve en cage. Bienvenue dans l'émission Pitch devant le BAT. Au cours de cette saison, nous irons dans 5 villes de France pour trouver les entrepreneurs les plus doués de leur génération. Dans cette première étape, 10 candidats se présentent devant un jury d'exception composé d'experts reconnus. Chaque candidat a 5 minutes pour les convaincre du potentiel de leur projet. C'est le challenge qu'ils doivent relever. À l'issue de leur prestation, chaque membre du jury donne une note sur 10 en se basant sur les critères suivants: l'équipe et la vision, l'exécution, la compréhension du marché, le potentiel du projet. Le meilleur projet pourra alors directement se qualifier pour une finale explosive qui aura lieu l'année prochaine à Paris. Les qualifiés de chacune de ces 5 étapes défendront alors leur projet pour gagner une bourse de financement, une visibilité à l'échelle de toute la francophonie et l'accès exclusif à l'un des clubs d'affaires les plus prestigieux de France. Mais attention, il n'y a pas que le jury qui a son mot à dire. Vous aussi, vous aurez le pouvoir de propulser votre coup de cœur en finale. Sans plus attendre, voici l'entrée en lice de notre premier candidat du jour. Préparez-vous pour un voyage dans le temps, tout droit vers l'an 2000. Salut, moi c'est Mido, j'ai 25 ans et je suis un patineur qui a décidé de devenir ingénieur pour inventer Atmosgear, les premiers rollers électriques au monde. Ce qui m'a poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est mon envie en fait de partir à l'aventure. J'avais vraiment envie de monter mon propre équipage et monter un projet en partant de zéro. Je voulais voir ce que ça faisait, la difficulté, les échecs qu'on pouvait essuyer, les réussites. Je voulais vraiment tout voir au niveau du processus et c'est ça qui m'a suivi pendant les 12 dernières années. Ce que l'entrepreneuriat m'apporte au quotidien, déjà c'est beaucoup de plaisir. Ce qui est fou, c'est que je compte pas mes heures. Je travaille, je crois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais je dis jamais je vais au travail. C'est un pur kiff. Et je rencontre des personnes incroyables que j'aurais jamais rencontrées en temps normal. Je suis allé dans des pays que j'aurais jamais visités en temps normal. Donc c'est plein d'opportunités, plein de rencontres et plein de voyages. Franchement, c'est un pur kiff. Si j'avais un conseil à donner à tous les jeunes inventeurs qui ont des idées plein la tête, c'est que quelle que soit ton idée, aussi fou soit-elle, il y aura toujours quelqu'un, quelque part dans le monde pour la concrétiser. Alors pourquoi est-ce que ce serait pas toi? Waouh, quelle arrivée! Aujourd'hui, bien, on ne va pas sauver le monde, on va s'amuser. On va s'amuser en parlant de sport, de technologie et de micro-mobilité. Chez Atmosgear, on a fait un constat flagrant. Dans le monde, il y a 50 millions de patineurs qui font du roller au moins une fois par semaine. Pourtant, la seule alternative qui n'a toujours pas eu le droit à son électrification, c'est le roller. Une étude de la Fédération mondiale de roller a même montré que près de 10% des patineurs cherchent avec grande frustration une paire de rollers électriques depuis plusieurs années. Je fais partie de ces 10% et j'en ai eu marre d'attendre. Cher jury, je m'appelle Mohamed Soliman, j'ai 25 ans et je suis un patineur qui a décidé de devenir ingénieur pour inventer les premiers rollers électriques au monde. Atmosgear, c'est une technologie brevetée qui intègre le moteur le plus petit et puissant au monde directement dans la roue du milieu. Ça monte à 25 km/h sur des montées à 20%. C'est télécommandé. Vous pouvez non seulement accélérer, mais vous pouvez aussi freiner avec la gâchette, donc fini les chutes. On a 20 km d'autonomie de base, sauf que c'est régénératif. Donc en fait, en patinant, je vais venir augmenter l'autonomie pour monter jusqu'à 30%. Et même quand j'ai plus de batterie, ce n'est pas un problème parce que comme vous venez de le voir, ça s'utilise normalement. Dans l'équipe, on est 4. On a Nader, notre ingénieur conception mécanique qui a plus de 6 ans d'expérience dans l'industrialisation et le hardware, Stanislas, notre directeur artistique de folie, et Jérémy, notre community manager responsable marketing qui a travaillé avec les plus grands noms du domaine de l'événementiel comme Warner Bros ou encore le Grand Rex. Et enfin, je suis là, Mido, de mon surnom, donc, qui a dédié plus de la moitié de ma vie à ce projet Atmosgear. Donc je suis patineur, ingénieur et j'ai plus de 5 années d'expérience dans le domaine de la mobilité électrique. Les rollers électriques Atmosgear, ils sont conçus et assemblés en France par notre équipe dans notre propre atelier qui se situe à Compiègne, sachant que la société, elle, est domiciliée là d'où je viens, à Saint-Denis. Et la fabrication de nos pièces détachées est divisée en 20 avec des fabricants dans le monde entier. Et c'est nous qui nous occupons de la partie assemblage. Alors qui dit roller, dit communauté, dit Atmos Riders, comme on les appelle dans notre communauté. On a la chance d'avoir conçu notre produit avec plus de 3000 patineurs du monde entier, dont 1000 Français. Parce qu'en fait, le maillot que je porte là, assez coloré, eh bien en fait, c'est le maillot du Tour de France qu'Atmosgear a fait pour concevoir la version finale. On a rencontré plus de 1000 patineurs dans 22 villes en seulement 2 semaines. Parmi eux, des patineurs qui sont champions du monde, Diaby Diaco, Nicolas Servi et plein d'autres. Et grâce à eux, on a conçu la version finale que vous avez devant vos yeux. Alors notre business model, il est très simple. On vend nos rollers électriques directement en ligne sur notre site atmosgear.com. Et en fait, on a 3 produits
qui sont la déclinaison du kit d'électrification que vous voyez juste ici. Donc ce kit d'électrification, en fait, il permet de motoriser n'importe quelle paire de rollers. Donc si vous avez déjà des rollers à la maison, bien, vous pouvez garder la chaussure et vous pouvez en fait venir tout simplement déclipser comme ceci les câbles. Donc c'est plug and play. Et en fait, si j'enlève la sacoche, comme vous pouvez le voir, ça redevient des rollers normaux. On a le deuxième produit avec la paire complète. C'est celle que j'ai à mes pieds, donc celle-là c'est pour le confort, c'est pour la randonnée. Et on a une troisième paire avec un système, je pense que vous allez apprécier, qui permet de ne pas avoir à enlever ses baskets. Et je sais que c'est une grande hantise de beaucoup de gens. Et cette paire, c'est la paire Worker, c'est pour la micromobilité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà vendu plus de 300 paires sur une campagne de précommande qu'on a bootstrappée. Donc en fait aujourd'hui la croissance d'Atmosgear elle est organique. On n'a jamais mis un seul euro dans les ads. On s'est vraiment fait connaître grâce aux événements auxquels on a participé, grâce à la couverture médiatique qu'on a eue et grâce aux nombreux concours auxquels on a participé. Ça représente un chiffre d'affaires de 170 000 € en seulement 6 mois. Donc c'est assez énorme. Et l'objectif aujourd'hui, en fait, c'est de s'adresser à la plus grosse problématique d'Atmosgear qui n'est pas l'acquisition, mais la conversion. J'ai eu la douleur au cœur quand je me suis rendu compte qu'au niveau du funnel d'acquisition, en fait, on avait plus de 3600 personnes qui étaient allées jusqu'au panier et qui n'avaient pas abouti à l'action d'achat pour une raison toute simple, les délais de livraison qui étaient de plus de 6 mois. Voilà, ça c'est le petit côté négatif des campagnes de précommande, c'est que forcément comme on attend d'abord d'avoir l'argent pour financer, on fait patienter les gens. Et donc ça c'est un vivier qui représente à peu près 2 millions d'euros. Donc 2 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires qu'Atmosgear aurait pu faire si on avait du stock. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on cherche à lever 1 million d'euros pour financer la production de 3000 paires de rollers, parce que là, les 500 paires, on en a déjà vendu plus de la moitié, donc on sait déjà qu'on sera out of stock d'ici le mois de septembre. Et l'objectif, c'est de s'attaquer au plus grand marché, qui est les États-Unis. Actuellement, les 300 paires qu'on a vendues sont vendues majoritairement en France. Et il y a un marché qui nous appelle, qui est celui des États-Unis. Il y a 5 fois plus de patineurs aux États-Unis qu'en France. Il y en a 15 millions aux États-Unis, 3 millions en France. Et l'objectif, c'est de se lancer l'année prochaine pour se faire connaître et surtout sécuriser notre position de leader. Le marché du roller électrique, c'est un marché qui est nouveau. A priori, je pense que vous n'avez jamais vu de personne en roller électrique dans les rues. Et c'est un marché nouveau qui puise sa source dans un marché qui est très connu, qui est celui du roller. Et nous, notre objectif, c'est d'aller capter 10% de ce marché. Donc le marché du roller électrique, ça représente 500 millions. Et l'objectif d'Atmosgear, c'est d'être leader de ce marché, c'est de commercialiser plus de 150 000 paires de rollers d'ici 2027. En termes de chiffres, ça représente 100 millions d'euros. Donc c'est ce que Atmosgear pourrait valoir dans seulement 4 ans. Je suis maintenant prêt à répondre à vos questions et j'espère que ça vous a donné envie de vous remettre au roller parce que c'est l'ambition d'Atmosgear. Ouais. Bravo pour ton projet, Mohamed. Tu as plein de dynamisme. Si tu arrivais à faire ta levée de fonds de 1 million, comment tu les répartirais dans tes investissements? Qu'est-ce que tu ferais avec? C'est très simple. Donc très exactement, on a besoin de 960 000 pour être très précis. Et ça va servir tout bonnement à financer la production des 3000 paires. Donc ce sera fabrication, livraison, assemblage. C'est exclusivement dédié à la constitution de notre stock. L'idée, en fait, cette fois, quand le public américain va nous découvrir, c'est déjà avoir du stock. Parce qu'en fait, à la base, là, aujourd'hui, les gens attendent qu'on ait du stock. Donc voilà, ça va purement servir à financer le stock. Et ce qui est bien, en fait, avec notre modèle financier, c'est qu'avec seulement cette levée-là, non seulement on est rentable, mais en fait, on est autosuffisant. C'est-à-dire qu'en fait, les 3000 paires, je ne les fais pas d'un coup, je les fais en 3. Je fais 3 batchs. Un premier batch de 1000 paires, j'utilise la recette du premier batch de 1000 paires pour ensuite financer toute la partie marketing, recrutement, R&D. Donc l'idée, c'est vraiment, dès l'année prochaine, en fait, d'être capable de ne plus dépendre des levées. Et donc, on aura le choix, en 2025, soit on relève des fonds pour cette fois vraiment ouvrir le marché international, notamment le marché asiatique, soit continuer à faire nos stocks à nous avec nos propres fonds. Quel pitch, moi j'étais embarquée, j'avais envie de continuer à t'écouter en toute transparence, j'ai pas vu le temps passer, donc génial, top à garder. J'ai tout de suite compris ce que tu faisais, etc. Alors j'ai une question parce que j'ai pas très bien compris un élément. Tu fais l'assemblage en France. Est-ce que la paire de chaussures, de patins, tu la commandes ailleurs? Où? Et est-ce que le délai de livraison n'est pas lié à ça, justement? Est-ce que tu as une dépendance avec un fournisseur, je ne sais pas, en Asie peut-être? Alors c'est une très bonne question, parce que c'est un point que j'ai oublié de mentionner. Je suis en collaboration avec le leader mondial du roller, leader français, qui est FR Skate. Donc effectivement, la seule pièce qui n'est pas sur mesure sur Atmosgear, c'est la chaussure. En fait, je me suis dit, nous, on est experts de la motorisation pour roller, on ne va pas aller se rajouter une nouvelle casquette. Et en fait, j'ai préféré jouer la casquette du prescripteur, parce que dans le milieu du roller, il faut être validé.
Et quoi de mieux que de travailler avec un des leaders pour être validé. Donc la chaussure, on la commande directement, mais ce n'est pas de là que viennent les délais de livraison, c'était uniquement parce que la première série qu'on a fait, c'était 500 paires, c'était très peu. Donc par rapport au carnet de commandes de nos fournisseurs, on n'était pas prioritaire. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, avec cette levée-là, sur 3000 paires, cette fois, on passe d'un délai de livraison de 6 mois à un délai de livraison de seulement 3 mois. C'est vraiment sur la trésorerie, en fait, que tout se base. Et tu as quand même une dépendance avec ton fournisseur. Je veux dire, est-ce que toi, tu as le choix d'autres fournisseurs? J'ai sourcé les meilleurs fournisseurs et des fournisseurs qui ne sont pas des fournisseurs des marques existantes, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc ça m'a pris du temps. J'ai mis à peu près 1 an à trouver les bons fournisseurs. Et en fait, on a à peu près 20 fournisseurs différents. Et ces 20 fournisseurs, il y en a en Asie, il y en a en Europe, il y en a aux États-Unis. En fait, ils ne savent pas sur quoi ils travaillent. Ça a été la force d'Atmos Gear, c'est qu'en fait, c'est pour ça qu'on fait l'assemblage nous-mêmes. On sait très bien qu'à un certain moment, on va être copié. Donc pour retarder ça, on a morcelé tout le process de fabrication pour nous garder le contrôle à la fin. Donc typiquement, mon fabricant de sacoches, il fait des sacoches, mais il ne sait pas pourquoi il les fait. Mon fabricant de roues de roller, il sait que c'est pour des rollers, mais il ne sait pas que c'est des rollers électriques. Et ainsi de suite. C'est la logique qu'on a voulu garder sur Atmos Gear. Top, merci. Ouais, moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Faria par rapport aux fournisseurs. 20 fournisseurs, c'est beaucoup. Ouais. Si demain, un de tes fournisseurs te plante, tu viens de dire que tu as sourcé les meilleurs, est-ce que le second est bon et assez bon pour être au niveau de qualité de ton produit? C'est une très bonne question. J'ai 3 fournisseurs différents sur chacune des pièces Atmos Gear. Okay. Donc ça m'a coûté cher parce que du coup j'ai eu un long process de sampling et c'est aussi ça qui a retardé en fait ma prod. En réalité dans les 6 mois ce qui a duré le plus longtemps c'est l'échantillonnage. En fait sur chaque pièce d'Atmos Gear, et c'est très précis, ne serait-ce que même nos connecteurs sont sur mesure donc j'ai dû faire des moules etc. Chaque pièce à chaque fois j'ai 3 fournisseurs. Pourquoi j'ai fait ça? Au début j'en avais qu'un. Notre toute première paire elle était 100% made in France. Et en coût de revient j'étais à plus de 1 300 €. Coût de revient, même pas prix de vente. Et en fait, je me suis vite rendu compte avec les délais de livraison que j'étais dépendant. Et je me suis dit, ça, c'est pas bon du tout, parce qu'effectivement, si demain, il y a un de mes fournisseurs qui me lâche, je suis foutu. Donc à partir de ce moment-là, j'ai levé, en non dilutif, j'ai réussi à récolter un petit peu plus d'argent, notamment la bourse French Tech Tremplin, et du coup, qui m'a permis de financer tout ce process. Et donc, on a 3 fournisseurs. Donc si jamais il y en a un qui me plante, j'en ai encore 2 sur chaque pièce qui peut suivre la cadence. Ok, super. Pitch incroyable, tu l'as dit, franchement, un des meilleurs pitchs que j'ai vu, moi. C'est un honneur, merci beaucoup. Mais j'ai pas eu encore envie de les acheter. Ok. Parce que ça me fait peur. Ok. Moi, je me dis, tout ce qui pousse vers le bas, c'est comme quand tu prends un coup, une balayette, tout ce qui pousse vers le bas, ça te met en déséquilibre. Tu vois, donc quand tu as une trottinette, un vélo, tu tiens avec les mains. Là, j'ai l'impression que si j'achète ça, en fait, dès que je vais appuyer sur le bouton, je vais me gamer. Et je pense pas être le seul peut-être à me poser cette question-là. Comment tu réponds à ça? La première question que je peux te poser, c'est est-ce que tu fais du roller de base? Quand j'étais petit, j'en ai fait. Ouais. J'aimais bien en faire. Ouais. T'aimais bien en faire. Ouais. La première version d'Atmos Gear, elle s'adresse exclusivement aux gens qui font du roller et qui en font régulièrement. Donc ça, c'est la première réponse que je peux te donner. C'est qu'en fait, je te déconseillerais d'acheter ce produit-là. Cette version-là n'est pas faite pour toi. Pourquoi? On a un produit qui va relativement vite et surtout, on a un produit qui s'adresse exclusivement à des gens qui n'attendent que ça depuis des années. Tu as déjà des trottinettes électriques qui sont très bien, tu as des vélos électriques qui sont très bien. Si ça te convient comme modèle de déplacement, moi, je n'ai pas pour objectif de t'inviter à venir chez nous. Pas partie de la cible. Pas sur cette version-là. Par contre, sur la deuxième version, on est en train de travailler sur une version avec des plus petits trous. En fait, si jamais tu voulais te lancer dans le roller, je ne te conseillerais pas de rouler dans cette configuration. Ça, c'est des grandes roues. C'est des roues de 110 mm de diamètre. C'est ce qu'on appelle le roller urbain. Et le roller pour débutants, tu as 4 petits trous alignés qui font 80-90 mm de diamètre. Et ça, c'est la version 2 qu'on est en train de développer. Parce qu'en fait, c'est assez curieux. Mais moi, à la base, j'ai fait ça pour les patineurs. Sauf qu'effectivement, on s'est rendu compte que même les adeptes de nouvelles mobilités s'y sont intéressés. Et donc, je me suis dit, s'il y a une nouvelle cible, peut-être pourquoi pas développer un nouveau produit. Et donc l'objectif l'année prochaine, c'est de faire une nouvelle version moins puissante. Celle-là, elle monte à 25 km/h. Celle pour débutants, elle monterait à 15-20 avec des plus petits trous et moins d'autonomie. Et pour les amateurs, on a le système de frein. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus facile de freiner en roller électrique Atmos Gear qu'en roller normaux. Normalement, sur des rollers normaux, quand tu freines, tu dois freiner en T. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois laisser ton pied comme ça. Et en fait, ça use la gomme des roues et c'est très dur à maîtriser. Là, tu n'as rien besoin de faire. En fait, juste comme ça, tu peux freiner avec la télécommande. Donc ça, c'est un argument de plus. Magnifique. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Bon, salut Ludo, comment ça va? Ça va super et toi? Ça va bien? Ça va nickel. Ça roule pour toi? C'est le cas de le dire. Il a écrit le public, le jury. Donc comment ça va? Comment ça s'est passé? Un petit peu tes émotions avant d'arriver sur scène? J'étais très excité à l'idée d'arriver sur scène et surtout un petit peu surpris parce que le plateau était impressionnant. Donc un vrai setup avec beaucoup de caméras. Lui impressionné? Ouais, pour le coup, c'est la première fois que je pitchais devant autant de caméras. Donc c'est un exercice qui n'est pas facile. Pitcher en huis clos, sans caméra, sans rien, c'est un exercice. En plus sans slide.
Ouais, j'avais oublié d'ailleurs, en arrivant qu'il n'y avait pas ça, je me suis dit, bon, bah... le jury, t'as fait impression, hein, ça c'est bah, je suis content. Bravo. Et maintenant, comment tu te sens à la fin de ce spectacle? Ben, relâché. C'est carrément un spectacle là, que tu nous as fourni, etc. Bah écoute, j'ai donné toute mon énergie. Ça s'est ressenti? Bah j'espère, je pense en tout cas. De toute façon, je sais que faire ça, donner toute mon énergie, mon enthousiasme. Et bah, j'espère que ça prendra et que bah, je ferai partie des sélectionnés. Hein. Merci beaucoup. Bravo, force à toi. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Waouh, super projet. D'abord, l'entrepreneur, parce qu'il maîtrise son projet, il maîtrise véritablement l'ensemble de ses indicateurs. On sent qu'il bûche là-dessus depuis quand même quelques années. Ensuite, un super produit. On a quand même un Français qui vient d'inventer le premier roller électrifié au monde. C'est quand même quelque chose de significatif. Et ensuite, il a l'air de savoir exactement ce dont il a besoin pour développer son business. Il entame une levée de fonds et il sait exactement comment les investir. Maintenant, effectivement, il y a plusieurs choses à régler, notamment le prix assez élevé de l'appareil. Donc il y a un gros travail là-dessus, mais il a l'air de travailler à chaque fois sur le coup d'après et je trouve ça vraiment très intéressant. Là, on est en face d'une vraie start-up à potentiel. Et il a déjà des ambitions internationales, donc c'est vraiment intéressant. Moi, je lui ai mis 8,5. C'est ma meilleure note aujourd'hui. Je trouve que voilà, c'est quelqu'un de rafraîchissant, il fait plaisir, il est dynamique et il est sur un excellent projet. Bah, écoute, je vais rebondir, c'est un petit peu la même chose. Moi, je crois que c'est mon coup de cœur de cette session. J'ai beaucoup aimé le personnage, l'histoire. Maintenant, je pense que c'est une énergie qui est positive, mais c'est une énergie à canaliser. Ok, l'ambition à l'inter, mais déjà, travaille sur la France, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et quand il aura canalisé ça, je pense qu'il va pouvoir créer vraiment de la valeur de manière plus intéressante. Du coup, je lui mets 7,5, ma meilleure note depuis le début. Moi, je l'ai trouvé super. Vous l'avez découvert dans ce dernier chapitre. Et pourtant, il était là depuis le début de l'aventure. C'est donc Sofiane Mesdour, a.k.a. le mentaliste. Son art, vous écoutez très attentivement pour mieux vous challenger. Entrepreneur depuis toujours, il a évolué dans le domaine de la vente pour devenir directeur commercial de plusieurs startups en hypercroissance. Directeur général de D2S Productions, une boîte qui crée des concepts originaux pour les marques grâce au cinéma, il peut aujourd'hui mettre en place sa véritable mission de vie. Placer sous le feu des projecteurs les talents extraordinaires de ceux qu'on ne voit jamais. Et maintenant, la suite. Énergie, connaît son produit, connaît son marché, il sait ce qu'il veut faire avec l'argent. Je pense qu'il y a quelque chose derrière, il faut le canaliser. Ça, c'est important. Ouais. Il faut vraiment le canaliser. À côté de ça, au niveau de la vision, j'ai un peu peur qu'on reste bloqué sur ce produit et qu'on aille vers une concurrence qui est beaucoup plus armée que cette entreprise et cet entrepreneur. Donc j'ai mis une super note aussi. J'ai mis une note de 8. J'encourage le projet et l'entrepreneur. Moi, pareil. C'est-à-dire que c'est sûr que le pitch, on a envie d'essayer. Moi qui suis nulle et peut-être dangereuse, je me dis qu'il y a peut-être moyen que je m'en sorte avec ça. Non, ça donne très envie. Je ne vais pas revenir sur les autres points. Juste 2 choses pour moi. Le fait qu'effectivement, avoir envie d'aller à l'international tout de suite alors que le marché il doit être éprouvé en France, il y a des choses à faire. Et la deuxième chose, c'est effectivement si aller aux États-Unis sans avoir vraiment protégé le produit plus que ça, c'est très dangereux parce que eux, dès qu'ils vont comprendre ce qui se passe, ils vont mettre tous les moyens et ça serait dommage quand même qu'ils ne restent pas leader sur son marché. Quand même. Oui, il va falloir armer ça, hein. Ouais, c'est clair. C'est super important. Et j'ai mis donc la note de 8. Bon, bah, je vais faire court. Moi, j'ai mis la note de 8,5. Je connaissais le projet et l'entrepreneur. Et je l'ai trouvé, comme la dernière fois, remarquable. Et j'ai même trouvé qu'il a affiné, il a amélioré encore la présentation, etc. Certainement, il a avancé. Je l'ai rencontré il y a 1 an à peu près. J'ai l'impression qu'il entrevoit les difficultés qu'on évoque, à savoir conquérir l'international, les États-Unis en particulier, etc. Qu'il a plutôt bien chiffré ces problématiques. Maintenant, l'enjeu, effectivement, c'est qu'il faut qu'il soit accompagné à haut niveau, parce que là, on est sur du projet industriel, tu vois. Et là, c'est pas de la blague à l'échelle qui vise. Après, je pense qu'il a la tête sur les épaules. Il n'est pas rentré dans les détails, mais il est très bien accompagné. L'équipe qu'ils ont constituée, elle a l'image de l'ambition qu'il porte.
Donc, beau projet, belle perspective. Moi, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec vous trois. En fait, je suis pas d'accord parce que quand il y a un projet qui a une petite ambition, on lui dit il faut plus d'ambition. Et quand il y en a un qui a une ambition démesurée, on lui dit t'en as trop, il faut que tu te canalises. J'ai pas l'impression qu'il faut qu'il se canalise. En fait, j'ai l'impression qu'il faut qu'il surfe sur cette énergie qu'il a aujourd'hui. Et sans cette énergie-là, en fait, si c'était canalisé au démarrage de son projet, il n'en serait pas là aujourd'hui à faire tout ce qu'il fait et avoir cet impact. Donc non, il faut pas qu'il se canalise. Il faut qu'il continue à déborder d'énergie comme ça. Il faut qu'il ait l'ambition la plus grande du monde. S'il faut vendre à des extraterrestres dans 3 ans, il ira vendre sur Mars et sur Platon ses rollers. Et donc, moi, je lui ai mis 10 sur 10 parce que c'était parfait de A à Z. C'est exactement ça, mais c'est juste qu'il faut qu'il cloisonne tout ça. Juridiquement, il faut que ça soit carré. Mais il se fait accompagner. Si c'est pas carré, je pense pas que... on est d'accord sur le produit. On l'emmène sur Mars tous ensemble. Ah, mais clairement. Vraiment. Clairement. Mais 1 million d'euros aux États-Unis, c'est 2 journées. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça va vite. En tout cas, on a affaire à un entrepreneur plein d'ambition, qui a relevé des défis technologiques à son âge et qui est conscient déjà des enjeux de son marché. C'est vraiment, génial. je pense qu'on a affaire là à quelqu'un qui est sur la rampe de lancement. C'est ça. Il y a un vrai sujet, c'est le financement. Il faut accompagner son ambition. Et c'est vrai que lorsqu'on a des projets comme ça, parfois ailleurs, c'est plus facile d'aller plus vite. Ouais. Merci. Merci. Passons désormais à notre prochain candidat. Sous un soleil de plomb ou sous une pluie battante, il trouvera toujours le moyen de vous faire briller. Place à la découverte. Salut, moi c'est Mahmoud Younes, j'ai 41 ans, je viens de Livry-Gargan dans le 93 et je suis le fondateur de Teosec. Ça m'a apporté énormément de choses. L'envie de créer déjà et la liberté de créativité, chose que je n'avais pas dans le salariat. Je découvre tous les jours. On n'est jamais accompli dans l'entrepreneuriat. Même les plus anciens vous le diront, ils découvrent tous les jours et on prend des risques. C'est ce qui est stimulant. On ne perd pas de temps, il n'y a pas de difficulté, il y a juste un manque de... Il y a tout qui est fait pour avoir ce que tu veux. Donc fonce. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Ouais. Je vais vous parler de Mary Poppins. Non, c'est pas vrai, je déconne. Je vais vous parler de parapluie. C'est quand la dernière fois que vous êtes tombé en galère sous la pluie, sans avoir de parapluie? Vous avez fait quoi? Vous avez couru, acheté un parapluie, cherché un abri. Dites-vous, tout ça, c'est fini aujourd'hui. Avec une idée révolutionnaire. Enfin, comment on consomme ce produit, elle est révolutionnaire. À votre avis, il a combien de parapluies? 10, 30, 40? Non, il est gratuit. Comment je réussis ce tour de magie? Pourtant, je ne suis pas Mary Poppins. Bah, c'est simple. Teosec, c'est une application des commerces de proximité et une flotte de parapluies disponible dès que vous en avez besoin. Et c'est un service gratuit. Comment je gagne mon argent? Posez la question, je suis altruiste? Pas vraiment, malgré que je sois Mary Poppins. Bah, Teosec, ça reste avant toute chose une entreprise de street marketing éco-responsable. Et comment ça se fait? Bah, je recycle les parapluies de A à Z. Et on fait quoi avec ces parapluies? Bah, elles sont remises à des recycleries de textiles. Et on fait quoi avec? Des tentes pour les personnes les plus démunies, des sacs de livraison, des nappes de pique-nique, des caouets pour les enfants, des éventails et un tas d'autres produits. Comment je suis arrivé à cette idée Teosec? Bah, je suis passé par pas mal de galères, on va dire. Le travail, je travaillais dans des grandes boîtes, j'ai développé une conscience professionnelle, mais ce n'était pas assez. Ma créativité, bah, elle était restreinte, elle était bloquée. Comment l'idée m'est venue? Bah, j'ai associé plein d'idées. Beaucoup de boîtes très connues ont créé un système et je me suis inspiré de là. Et je suis arrivé au parapluie, gratuit pour tout le monde. D'où je pars? Du 93. Généralement, tous les pitchers, ils disent on est parti d'un constat. Je suis parti d'un constat, d'un besoin. Et dans le 93, beaucoup de commerces de proximité, mais peu de services rendus finalement à la communauté. Et je suis arrivé à ce produit. Merci de m'avoir écouté. Merci. C'est une sacrée punchline. Je suis parti d'un constat, d'un besoin. Je l'avais jamais entendu encore celle-là. Ouais. Ah, c'est une sacrée punchline. Et du coup, comment tu finances tout ça? Moi, j'ai pas compris comment tu arrives à financer tout ça là aujourd'hui. Pour l'instant, financement, je suis parti avec mes fonds propres. Avec beaucoup de débrouillardise, j'ai réussi à faire l'application, qui ne m'a pas coûté énormément. Le site, je suis parti démarcher tous les commerçants que je connaissais. Et aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer, la ville de Sevran me soutient. Je suis à peu près à 70 commerçants entre la banlieue et Paris. Et ça continue d'augmenter. Je suis en contact avec la Confédération des buralistes et ils sont séduits par le projet. Donc, d'ici quelques temps, ça va marcher.
J'imagine que vous posez la question, mais il fait comment en été? Vous êtes posé cette question? C'est simple. C'est aussi une ombrelle. Le parapluie sert aussi d'ombrelle. Et dans les parcs, avec les nappes de pique-nique, et il est équipé aussi d'un petit socle, c'est un parasol et on peut se détendre parfaitement. Très bien. Si je comprends bien, le parapluie, en fait, il est gratuit pour l'usager et il est financé par la publicité qu'il y a dessus. Exactement. Et donc, qui le finance? C'est les commerçants? Ah non, les grandes entreprises. Les grandes entreprises, d'accord. Les grandes entreprises qui peuvent se payer des grandes campagnes publicitaires à l'échelle nationale. Donc, ton boulot, c'est d'un côté de structurer un réseau pour les rendre disponibles, accessibles. Là, on va les retrouver sur ton appli. Et de l'autre côté, vendre finalement des espaces publicitaires. C'est bien ça. Il n'y a qu'un seul modèle qui est connu, je ne vais pas citer le nom, mais à l'époque, il mettait des abribus et il finançait, il gagnait son argent en diffusant des publicités. D'accord. Donc en fait, tu redéfinis l'usage du parapluie. Du parapluie. On a tous eu à un moment donné besoin d'un parapluie, on ne l'avait pas sous la main. Là, je rentre dans un commerce, je le prends et... C'est ça. C'est ça en fait l'idée? C'est ça. L'idée, c'est ça. Mais tu peux le redéposer. Comment je sais que le commerçant, il a un parapluie? Une application. C'est une application qui t'oriente vers le commerce le plus proche. Et ça peut être un restaurant, un buraliste. Et si je le garde? Le parapluie, comme toute application, il y a une empreinte bancaire ou ton numéro de téléphone. Et je te plante, hein. Tu le gardes, tu vends mon parapluie. Non, je déconne. Tu seras débité d'1 euro et sur 20 jours. D'accord. Donc c'est 1 euro par jour. On ne va pas t'enlever 20 euros directement, c'est sur 20 jours. Est-ce que c'est vraiment un parapluie, puisqu'il y a plusieurs fonctions, de ce que j'ai compris? Oui, c'est un parapluie avant toute chose. Hein. Je peux l'ouvrir. Ça reste un parapluie. Bien sûr qu'il a les mains libres. Comme je vous ai dit, il est aussi équipé d'un adaptateur pour les trottinettes, fauteuils roulants, poussettes, tout ça. Et oui, c'est un parapluie. Je l'ai aussi équipé d'une puce NFC. Donc il suffit juste de passer son téléphone. On vous envoie vers le lien à celui qui annonce. Donc il tient debout tout seul. Moi, j'ai mis du temps à tenir debout tout seul pendant longtemps. Et il y a des clients aujourd'hui qui l'utilisent, qui vont dans les shops et qui le prennent? Il est installé, le parapluie est installé à Aulnay-sous-Bois et au Raincy. Mais je n'ai pas encore de clients, mais je suis en pourparlers avec des clients et ça ne va pas tarder à arriver. Moi, j'ai une question, c'est qui s'occupe de l'application, du back-office de l'application? Est-ce que le buraliste doit utiliser une application justement pour gérer sa flotte ou c'est Non, du tout. Vous qui gérez la flotte? Il n'y a aucune interaction. L'application, il y a des porte-parapluies qui sont équipés d'une serrure automatique. Il pose le téléphone. Il suffit juste qu'il scanne le petit code barre et il récupère son parapluie. Comme un Vélib. Et pareil pour le redéposer. Comme un Vélib, exactement. Et qu'est-ce que ça demande en matière de stockage? Est-ce que ça va bouffer de l'espace pour le buraliste? C'est un tout petit meuble qui est équipé aussi d'une plante pour la décoration. Et, non, on peut mettre 10 parapluies sur un cintre. Donc, en termes de stockage, je ne suis pas très inquiet pour ça. Alors, je n'ai pas compris la valeur différenciante. C'est-à-dire que j'entends que c'est un parapluie qui va être disponible en mode Vélib du parapluie, mais qu'il est aussi éco-responsable parce qu'il est recyclé. C'est ça. Et il y avait une autre proposition aussi, et je me dis quel est un autre élément, hein, pardon, c'est le recyclage. Ouais. Qui recycle les... Parce qu'il aurait été possible de faire la même chose avec des parapluies existants, donc recycler des parapluies qui existent déjà, dire on les met à disposition d'une ville, on fait l'application, pourquoi pas. Qu'est-ce qui amène à devoir forcément, pour l'instant, produire un nouveau parapluie, au lieu de prendre des parapluies existants et de tester déjà que le marché du Vélib du parapluie est vraiment un vrai marché, quoi. Si j'ai bien compris votre question, avant toute chose, c'est du street marketing. Une fois que les campagnes publicitaires sont terminées, faut bien retirer ces publicités. Si le parapluie est en bon état, je peux le remettre en circulation avec une nouvelle toile. Mais s'il est cassé, on recycle les poignées, les balais, on fait des éventails avec, on fait un tas de produits. Et notre produit phare pour l'instant, c'est le sac de livraison. Merci beaucoup pour ton projet. Merci à vous. Merci beaucoup. Là, je suis avec Mahmoud de chez Théosec, on est bien couvert, grâce au parapluie. Comment ça va? Ouais, super, et toi? Écoute, ça va super. Plus de questions qui allaient arriver, donc je me suis préparé, tu vois. Est-ce qu'il a vraiment besoin de moi pour pitcher pour faire la fin? Franchement, super. Petite question, comment c'était quand t'es arrivé? Comment tu te sentais avant de passer devant le jury? Très stressé,
pour être honnête avec toi. J'ai préparé un pitch très construit, tout ça. Encore hier, je le connaissais par cœur. J'ai tout, j'ai improvisé la moitié. Je maîtrise mon sujet, mais j'ai improvisé. Ouais, ça a été cool. Ouais, c'était bienveillant, c'était sympa, des questions très pertinentes. Comment est-ce qu'on peut pas être sympa avec toi? Merci. Et comment tu te ressens là? Tu te sens maintenant en fait? Non, là, je suis au top. Avec toi, on est toujours au top. C'est très bien. Et le jury aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est un exercice très différent. J'ai beaucoup aimé. C'était une gymnastique compliquée que je connaissais pas, face aux caméras, tout ça. Et finalement, c'était facile. Leur sourire, leur bienveillance, leur accueil. Ils m'ont facilité. Ils ont dû ressentir que j'étais stressé et ils ont été très, très cool. En tout cas, il a réussi à répondre à cette petite question sous son beau parapluie. En tout cas, merci à toi, Mahmoud. Merci à toi. Et puis à bientôt. À très vite. Ciao. Si je dois commencer par les points positifs, on va dire qu'il y a une trame et une compréhension bien précise de ce qu'il a envie de faire. Maintenant, moi, je vois plusieurs problèmes. Donc lui, c'est Youssef Koutari, alias l'électron libre. Aucun sujet ne lui fait peur. Peu importe ce que vous faites, il sera capable de vous guider. Vous l'avez sûrement déjà aperçu sur les réseaux. Ancien ingénieur d'affaires et spécialiste de la vente, il est à l'origine de plusieurs projets incroyables, dont l'école de formation Coûte que coûte, la première école inclusive de business développeurs dans le monde de la tech. Reconnu comme l'un des influenceurs les plus en vogue de l'écosystème business en France, avec plus de 450 000 followers cumulés, il a aussi réussi à faire sa place à l'échelle internationale. Il fait partie des 50 personnalités les plus influentes d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Nord dans Influence Magazine. Autant dire que l'art de communiquer, ça le connaît. En France, j'ai pas l'impression qu'il pleut tant que ça. J'ai plutôt l'impression qu'on est en train d'aller vers une sécheresse plus que de la pluie. Deuxièmement, j'ai trop d'applications et je ne sais pas si je pourrais installer une application pour commander un parapluie si j'en ai besoin. Et ça, pour moi, il y a tout simplement une question de marché. Est-ce qu'il y a réellement un marché ou pas? Donc il a envie, il sait ce qu'il fait, il y a une histoire derrière. Mais moi, personnellement, je sais que je ne pourrais pas aller sur un sujet comme ça. Donc j'ai mis 3,5. Moi, je mets 5. Je suis assez embêté parce qu'en réalité, son parapluie ne le vend pas. C'est touchy, est-ce que c'est une question d'usage? C'est à savoir, est-ce que demain, on va avoir un usage qui consiste à prendre un parapluie et en libre service? Ce qu'il vend, c'est de la pub, c'est l'espace de publicité. Si je mets 5, c'est que pour moi, son idée, déjà bravo, parce qu'il a un côté hyper créatif dans la structuration de l'idée, mais je me dis que ça peut autant être un flop total qu'une superbe réussite. Bon, moi je suis un petit peu embêtée parce que je pense qu'on l'a senti, j'ai pas compris tout le produit, j'ai pas compris le projet. C'est vrai que la mention street marketing, je la comprends, mais je me dis que ça paraît trop évident pour ne pas avoir été essayé ou au moins tenté, où il y a quelque chose qui est... Puis moi, ce qui me dérangeait, c'était le fait d'avoir un parapluie qui fait ça et qui fait ça et qui propose ça aussi. Et on sait que quand on ne se lance pas dans un produit unique qui est complètement évident, on se met du risque aussi. Après, le modèle peut marcher, mais je vois beaucoup de risques en fait par rapport à ce qui a été proposé. C'est anecdotique, quoi. Ouais. Pour l'instant, ça peut donner quelque chose, mais à mon avis, il y a trop d'informations. En même temps, même pour le pitch, il était construit, mais il y avait trop d'infos. Donc j'ai mis 3. Moi, je me pose la question de l'usage, de l'utilité. Tu as bien dit, Ahmed, c'est du street marketing. On est bientôt dans une période de JO à Paris. Imaginons que notre cher ami chope 1500, 2000 commerces avec 10 parapluies à l'intérieur. Ça nous fait 150 000 parapluies s'il pleut pendant les JO. Ouais. Si les personnes n'ont pas pris leur parapluie. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. S'il pleut pendant les JO. S'il pleut pendant les JO, ça m'étonnerait aussi. Ça va être difficile. En tout cas, j'espère pas. Mais elle fait ombrelle quand même. Elle fait aussi. ombrelle également. On en a pas parlé, donc je pense que il y a possibilité de faire un gros coup de buzz sur un gros event. Ouais, des manifestations, tout ça. Des grosses manifestations. Tout à fait. Mais à côté de ça, on juge aussi le pitch, la façon de pitcher. Il y a beaucoup de travail à faire. Ça va être super important de faire un gros travail sur le pitch, sur l'élocution, sur les temps. Et donc moi, pour ça, j'ai mis une note qui est, comme toi, à mettre juste à la moyenne, parce que je pense vraiment qu'il y a un modèle à éprouver et il faut aller tester les choses. Ouais. Et il vient de loin et je pense qu'il peut aller, avec l'ambition qu'il a, il peut essayer de faire quelque chose. Okay. Je pense que l'intention est très bonne. Pour moi, il n'y a pas de business, clairement. Enfin, il doit aller le chercher, le business. Et donc, pour faire simple et efficace, c'est pour ça que j'ai mis 3.
Moi, je vais aller un peu à contre-pied parce que je sais pas, j'ai un coup de cœur aussi pour ce projet. D'abord parce que j'ai 5 parapluies chez moi, j'en ai 3 dans la voiture et je suis tout le temps sous la pluie. Franchement, je vais avoir tout le temps la pluie. Le parapluie ne me sert à rien du tout. Et je suis d'accord avec toi, Ahmed. En fait, il peut faire un top comme un flop. Ouais. Et c'est ça qui est dingue. Il nous l'a super mal vendu. Ouais. Il nous l'a vraiment mal vendu, ça donne pas envie. Non. Mais pourtant, on sent tous qu'il y a un potentiel. Exactement. Il n'a pas voulu dire le nom de JC Decaux, mais c'était pas loin de ça, quoi. Bien sûr. Donc du coup, il a 2 challenges à relever. Le premier, ça va être la densification. Avoir un réseau, quoi. Voilà, d'avoir un réseau, d'avoir suffisamment de partenaires qui acceptent son parapluie dans le magasin, etc. Et le deuxième, c'est les annonceurs. C'est qui est prêt à mettre un premier ticket pour dire, voilà, moi, je te suis et je vais te mettre ma marque un peu partout. Et donc, trouver un win-win. En tout cas, il a ces deux leviers-là. Il a vraiment besoin d'être accompagné là-dessus, je pense. À la fois dans la forme, je te rejoins, parce qu'il y a besoin de bien le présenter. C'est ça. Mais aussi dans le fond, le terrain. C'est le terrain qui parle. Et t'as mis combien alors? Moi, j'ai mis 6,5 parce que voilà, je suis un peu... 6,5. Je suis un peu... Voilà, je suis un peu sur ma faim, mais je sens que c'est un projet à potentiel. Okay. Parce qu'on est sur vraiment quelque chose de street marketing intéressant. On espère que ce sera le génie qui va tous nous dire qu'on a eu terminé à la fin. C'est sûr. Voici le classement de nos pitchers proposés par IRS 360. Et pour découvrir qui de nos entrepreneurs remportera cette première édition, nous vous donnons rendez-vous dans le dernier chapitre de Pitch devant le BAT. Je suis comme un nez quand mon but se cache. Je m'empare des yeux de Mona Lisa, clairvoyance abyssale. Je répands ma flamme dans le paysage. Manque d'ambition, je n'ai pas vécu ça, oublie ça. Feu sous contrôle, pas de lapsus. Je confonds ta folie, ma sagesse. Celle des grandeurs, pas de passé. Soit t'as du cran, soit des excuses. Pitch devant le bat, toujours plus de témoins. Je parle pas de tes paparazzi. Je suis focus pour la radio. J'accélère pour le trône et j'ai déjà l'impression d'être assis. Il s'agit d'être en place, explique-moi pourquoi tu ne fais que passer. Pitch devant le bat. Je mène la danse, mais je lutte chaque jour, je suis plus dans le catch. N'abandonne rien, vois tout en grand comme une bête qui se cache. Ou comme un faux vent cache, travers le top et ça vient d'en bas. Devant le hall, sous le ciel, prépare le pitch devant le bat. Je mène la danse, mais je lutte chaque jour, je suis plus dans le catch. N'abandonne rien, vois tout en grand comme une bête qui se cache. Ou comme un faux vent cache, travers le top et ça vient d'en bas. Qu'importe la place, on graille le quai. Vigilance et de mise dans ce monde virulent. Car pour avoir la paix, je dois me faire violence. Je fais le taf gratuitement, ce n'était pas le plan. Et toutes mes cordes vocales exigent remboursement. Tu pars, je me dépense sans compter. Pas de crainte, je ne fais pas mon compris.